et bienvenue sur Concrètement. Comme vous le savez, entre deux invités, je prends la parole pour partager avec vous mon aventure d'entrepreneur. Mais la vraie version, avec les hauts et surtout les bas. La dernière fois que vous m'avez écouté, je me posais la question de comment savoir si votre business model est viable ? Ou, concrètement, comment vérifier que votre idée n'est pas complètement pourrie et que vous pourriez en vivre ? Non, parce que quand vous créez un e-commerce, soit vous vendez des produits extrêmement chers et dématérialisés et vous gagnez très vite votre vie, soit vous vendez, comme moi, des produits de détail et bien que votre chiffre d'affaires augmente chaque mois, il n'écrase pas encore vos coûts. Alors comment savoir quand l'équilibre va arriver ? Parce que c'est l'exercice que vous devez faire chaque mois quand vous suivez vos objectifs. Avez-vous déjà entendu ces personnes dire de leur start-up « Waouh, ce mois-ci, j'ai fait plus 400% par rapport au mois dernier, c'est trop génial !» Ouais, sauf que le mois dernier, il avait fait 50 balles. Du coup, plus 400%, ça fait 4 fois plus, mais 4 fois toujours pas assez. Bref, essayons de faire les choses dans l'ordre. Pour essayer de nous projeter dans le temps, il nous faut des indicateurs chiffrés. Les célèbres KPIs, Key Indicator of Performance. Ouais, je sais, j'ai un accent qui déchire. Mais où aller chercher tous ces chiffres ? Si vous êtes sur CMR ou Shopify ou WordPress comme moi, vous avez déjà accès à pas mal de données directement sur votre site. Le bémol, comme beaucoup de sites web, il ne différencie pas votre navigation à vous de celle de vos clients. Et au regard du nombre de fois où vous allez sur votre propre site pour faire des modifications ou des vérifications, les indicateurs sont légèrement faussés. J'apprends donc que le seul sacro-saint Google est capable de nous donner les datas affinées de notre site. Il est donc grand temps d'aller explorer encore plus en détail ce Big Brother qui est watching you pour qu'il me restitue un peu de ce qu'il m'a pris. Je m'inscris donc à une session de formation gratuite Google chez Station F. Google pour les nuls. Enfin bon, ça s'appelle pas exactement comme ça, mais quand on lit le programme, on n'en est pas loin. Mais je m'inscris quand même. De cette façon, je suis à peu près certaine de pouvoir suivre. J'arrive donc dans une atmosphère particulièrement vide et froide de la station F et me retrouve dans une salle logotisée Google avec des tables et des chaises qui ressemblent étrangement à ma classe de CE2. La déco vintage a encore frappé. Bref, la formation commence et très rapidement, je comprends que je suis déjà super bien équipée en Google. J'ai ma page Google Business et j'ai même branché Google Analytics. Du coup, faudra revenir pour la formation Analytics détaillée. Ah bon ? Bon, donc je m'inscris au prochain module d'une demi-journée sur le sujet, qui me renvoie lui-même rapidement vers Google Search Console pour pouvoir vraiment bien utiliser les conclusions de Google Analytics. Ok, donc je m'inscris à Google Search Console, qui me renvoie très vite elle-même vers Google Tag Manager, qui permet de rentrer les objectifs que Google suivra pour toi, qui me renvoie vers Google Ads, puis à Google Shopping et non mais ça s'arrête jamais. J'en arrive à la conclusion que si je continue comme ça, mon nouveau métier sera dédié à Google et plus du tout à mon site. Je décide d'optimiser déjà ces premiers savoirs, ça sera déjà pas mal. Et puisque c'est comme ça, et qu'il paraît que Facebook est une arme redoutable pour lancer des campagnes ultra ciblées qui donnent des datas de fou, je m'inscris à une formation gratuite, Facebook Boost, à Paris, niveau intermédiaire cette fois, une session spéciale TPE, canon, parce que si on a tous le même profil, ça va être ultra intéressant. Les premiers mots du speaker me font redescendre immédiatement, vous êtes trop nombreux, donc pas de questions. Bon, sur 3 speakers, 2 sont incompréhensibles, dont un très jeune, sans doute peu habitué à la prise de parole en public, qui se perd dans ses slides, n'utilise que son jargon de spécialiste et évite tout exemple concret qui pourrait nous servir. Conclusion du dernier speaker. Alors, c'est très simple, test and learn. Il n'y a qu'à essayer toutes les commandes. Bon, elles sont payantes, y en a bien une qui va marcher. Ah merci, je suis bien contente de ne pas avoir payé pour ce conseil. Nous sommes une centaine à ressortir de là en ayant juste l'impression d'avoir perdu du temps. Bref, c'est décidé, j'arrête les formations, je vais prendre une stagiaire pour s'en occuper. Je vous ai parlé, je crois, dans mon épisode précédent, des candidatures justement qui commençaient à arriver. Cela me permet d'ailleurs de vous confirmer que l'égalité des chances est un mythe. Il y a ceux qui sont aidés par les parents et ceux qui se débrouillent, et la différence se lit déjà de manière extrêmement claire sur les CV. Je décide d'ailleurs de laisser leur chance à ceux dont les CV sont imparfaits, car tant qu'à faire, si je peux aussi leur être utile, je sélectionne donc une jeune fille qui a bizarrement trouvé intéressant de préciser 3 qualités sur son CV sous forme de jauge, mais remplie uniquement entre 70 et 80%. Ça me fait sourire. Si elle considère que ces 3 principales qualités distinctives ne sont pas développées à 100%, qu'est-ce que ça doit être pour les autres ? Je trouve cette humilité extrême assez sympathique et décide de l'appeler. Notre échange démarre et je lui demande ce qu'elle attend de son prochain stage. Hésitation, elle sait pas trop.
Bon, je simplifie. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre formation et que vous aimeriez appliquer ? Nouvelle hésitation, elle sait toujours pas trop, puis elle sursaute. Si, je sais, je voudrais apprendre la PAO. Ah, très bien, mais vous avez déjà étudié les bases à l'école ? Vous savez vous servir de Photoshop ? Ah non ? Non, parce que moi, autant j'ai accès au logiciel, autant je suis, mais alors disons-le carrément, complètement nulle pour l'utiliser. 3 échanges plus tard avec 3 autres candidats, j'en viens à la conclusion suivante. Je vais perdre plus de temps à former les stagiaires à leurs tâches qu'à récolter les fruits de leur travail. On m'avait prévenu. À mon stade où je fais tout, soit je trouve des stagiaires en fin de cursus déjà bien autonomes, soit je m'impose encore plus de perte de temps pour un résultat très débutant. Bon, alors tant pis. Je remets à plus tard l'arrivée du stagiaire. Que c'est compliqué, décidément. La vie d'entrepreneur ressemble à une chasse au trésor, mais avec beaucoup de voies sans issue. Si ça continue comme ça, il va falloir que je retrouve du travail à côté de mon site pour pouvoir assurer les rentrées d'argent. Une mission ? Une muse ou passer quelques concours comme Ulysse le conseille dans l'épisode précédent ? Et si le Graal, c'était finalement bien la levée de fonds pour pouvoir m'entourer et accélérer ? Mais est-ce possible quand on n'a pas le parcours gagnant, école de commerce, HEC, super réseau, copain dans la tech ? Il semblerait que oui. Et c'est exactement ce que nous allons aborder dans notre prochain épisode avec Anthony Bourbon, CEO de Feed, les substituts de repas complets qui défraient les chroniques gastronomiques depuis maintenant plus de 2 ans. Anthony nous partage son parcours difficile, récompensé par sa soif de liberté et d'entreprendre. Je vous donne donc rendez-vous le 22 novembre pour cet épisode exceptionnel. En attendant, et comme d'habitude, vous pouvez réagir à cet épisode via iTunes ou Apple Podcast en mettant des commentaires et des étoiles, en le partageant sur Facebook ou en suivant la page Instagram. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos retours et ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt sur Concrètement. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez.